Claude Lévi-Strauss a complètement renouvelé l'ethnologie en lui appliquant l'analyse structurale à partir du modèle linguistique, fondant ainsi le structuralisme qui fut, dans les années 60, un vaste mouvement scientifique, philosophique et littéraire. Né à Bruxelles en 1908, c'est à Paris que le jeune Lévi-Strauss poursuivit l'essentiel de ses études jusqu'à l'agrégation de philosophie en 1931. Je me suis trouvé envoyé sur la ligne Maginot, à la frontière belgo-luxembourgeoise, à un endroit où d'ailleurs il n'y avait aucune troupe anglaise à ce moment-là, mais où on pensait qu'il pourrait y en avoir. Et j'étais là pour les accueillir, mais je n'avais strictement rien à faire. Je crois bien que c'est à ce moment-là, enfin un jour, où j'étais étendu dans l'herbe et où je regardais des fleurs, et notamment une boule de pissenlit, que je suis devenu, ce que je ne savais pas encore s'appelait structuraliste, en pensant aux lois d'organisation qui devaient nécessairement présider à un agencement aussi complexe, harmonieux et subtil que celui que je contemplais et dont je n'arrivais pas à m'imaginer qu'il pût résulter d'une suite de hasards accumulés. Si l'on s'applique à considérer que les sons émis, ou plus exactement les phonèmes de la langue, comme disent les linguistes, n'ont de réalité et d'importance que dans la mesure où ils servent à distinguer des significations, et que tant qu'ils sont aptes à distinguer ces significations, les petites variations qui peuvent apparaître en fonction du moment, en fonction de l'heure ou de la minute, n'ont pas d'importance, et que ce qui est important, c'est donc la relation entre les phonèmes et non pas les sons du langage lui-même. À ce moment-là, on se met en position de comprendre ce qu'est la structure d'une langue. Or, dans le domaine des faits sociaux, nous nous trouvons placés devant une situation tout à fait analogue. Pour autant que les sociétés nous mettent en présence d'un foisonnement, d'une diversité tout à fait incroyable, je ne dirais pas d'institutions, car ce ne sont pas exactement les institutions, c'est la manière dont ces institutions se manifestent ici et là, aujourd'hui ou demain. Et le problème est de comprendre quelles sont les relations entre ces apparences et non pas quels sont les phénomènes eux-mêmes tels qu'ils apparaissent à l'observation la plus empirique. Ce qui nous intéresse dans le caractère inconscient des phénomènes linguistiques, c'est que précisément cette inconscience même les met à l'abri de toutes ces interprétations secondaires que nous avons tendance à donner de nous-mêmes et qui constituent le plus grand obstacle au progrès de l'investigation ethnologique ou sociologique, puisque nous ne savons jamais si nous étudions les phénomènes eux-mêmes ou la manière dont ils nous apparaissent ou l'interprétation que nous nous donnons à nous-mêmes de ces phénomènes. Tandis que le langage étant élaboré, nous ne sommes évidemment pas conscients pendant que nous parlons des lois qui président à notre articulation phonétique ou à la construction grammaticale des phrases que nous émettons. Et c'est ce caractère inconscient qui nous permet, dans le domaine de la linguistique, d'accéder à l'objectivité. Et c'est donc dans la mesure où nous pouvons également atteindre le niveau où s'élaborent inconsciemment les phénomènes sociaux que nous sommes capables de les aborder de manière objective.
Oui, j'ai essayé de la placer au départ, en essayant en même temps de la réintégrer dans un cadre plus vaste, puisque j'ai essayé de montrer que la prohibition de l'inceste n'était que la face négative d'un autre grand phénomène pratiquement universel dans les sociétés humaines, et qui est l'exogamie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'interdiction d'épouser telle personne qui se trouve vis-à-vis du sujet dans telle ou telle relation de parenté, il y a en même temps obligation de chercher son conjoint ailleurs que dans le cercle de famille le plus restreint. Et si j'ai essayé de me tourner vers ces grands phénomènes, c'est qu'il me semblait indispensable pour comprendre la diversité, la variété, l'arbitraire apparent des coutumes et des institutions dans le domaine de la parenté, de les rattacher tous à quelques principes universels dont on puisse considérer qu'existant sous une forme ou sous une autre d'ailleurs dans toutes les sociétés humaines, on pouvait en déduire les modalités diverses sous lesquelles ils se réalisent ici et là. Il faut s'entendre, ce n'est pas le contenu qui est universel. Et la règle de la prohibition peut varier, et varie d'ailleurs, à l'extrême d'une société à l'autre. Des sociétés qui sont extrêmement rigoureuses et qui traitent comme incestueux toutes sortes de rapports auxquels nous ne songerions pas à appliquer le terme. Il y en a d'autres, au contraire, qui sont beaucoup plus libérales, et qui autorise des degrés qui ne le seraient pas dans un grand nombre d'autres sociétés. Si vous prenez le mariage des cousins, qui est un cas limite, peut être considéré comme incestueux dans un grand nombre de sociétés, ou assimilable à l'inceste, ou en tout cas interdit, tandis qu'au contraire, ce sera un type de mariage prescrit dans bon nombre d'autres sociétés. Si vous prenez l'Égypte ancienne, où ce que nous appellerions des mariages incestueux étaient de pratique courante, vous voyez que le contenu de la règle est extraordinairement variable. Mais ce qui n'est pas variable, c'est qu'il existe une règle. C'est que, où que ce soit, on ne puisse pas faire n'importe quoi. Ça n'a pas d'importance que le goulot d'étranglement soit d'importance que la règle soit très stricte ou qu'elle soit très libérale. Ça n'a pas d'importance qu'elle exclue la sœur ou bien qu'elle introduise une distinction entre la sœur cadette et la sœur aînée dont l'une se trouvera être permise et l'autre sera prohibée. Ce qui est important, ce qui est une contrainte, c'est qu'il y ait un goulot d'étranglement parce qu'à partir du moment où quelque chose m'est interdit dans le cercle le plus proche de ma parenté, alors je suis obligé de m'adresser à une autre famille pour combler en quelque sorte ce manque, ce déficit, et donc les familles biologiques se trouvent contraintes de s'unir entre elles, et s'unissant entre elles de constituer une société. Si les cultures diffèrent les unes des autres, c'est parce que les règles ne sont pas les mêmes pour telle et telle culture. Ici, on fait les choses de cette façon et on doit les faire de cette façon, tandis que dans la société d'à côté, on doit les faire d'une autre manière, et c'est la différence. Tandis que dans l'ordre de la nature, on ne peut pas parler de règles, on peut seulement parler de lois. Et s'il existe donc, s'il est possible de découvrir une règle qui offre ce caractère d'être une règle, précisément, mais qui soit en même temps universelle, on se trouvera en possession d'un type de phénomène qui marque en quelque sorte l'articulation de la nature, où les lois sont universelles mais ne sont pas des règles, et de la culture, où les règles existent mais ne sont pas universelles. Et la présence d'une règle universelle comme la prohibition de l'inceste, c'est donc celle qui peut le mieux nous faire comprendre comment s'articule et comment le passage a pu se faire de la nature à la culture.